Connaissez-vous le royaume du Ouagadougou, l'empire du Mali ou encore la reine Ablabougou? Les contes du Petit Griot vous invitent à découvrir les légendes africaines au travers d'un récit revisité entre mythe et réalité. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de la reine Makeda. Il fut un temps, dans la province d'Agamé, un roi, âgé, dont le seul et unique enfant était une jeune fille qui se prénommait Mamété. L'on disait que dans ce royaume, aucune femme ne pouvait accéder au trône, à moins qu'elle ne soit vierge et pure. À cette époque, la cour des pharaons de Ouasset était réputée pour former de grandes reines. Le père de Mamété décida de l'y envoyer pour transmettre des offrandes aux pharaons. Et c'est ainsi que Mamété entreprit son premier voyage vers Ouasset. La route fut longue mais des plus agréables. Et c'est alors qu'il remontait le Nil depuis plusieurs jours que Mamété aperçut enfin les gigantesques arches qui marquaient les abords de la ville. Elle semblait étincelante et sa flore verdoyante. La beauté de l'architecture miroitait dans l'eau, ce qui laissa Mamété rêveuse. Déjà, elle se voyait entrant comme une grande reine, accueillie avec des milliers de fleurs et des tonnerres d'applaudissements. En arrivant à la cour de Ouasset, leur convoi fut bien reçu, et après 2 jours de repos, elle put découvrir les richesses et les merveilles de la ville. Ils furent introduits auprès du pharaon. C'était la première fois que Mamété voyait un pharaon et sa reine. Et même si sa splendeur l'impressionnait, c'est avec aplomb qu'elle s'approcha pour lui dire « Mon père vous a fait confectionner ce collier que j'aimerais vous apporter. » Stupéfait par la spontanéité de la jeune fille, le pharaon la fit approcher sous les regards de sa cour. Mamété lui accrocha le collier, puis lui raconta brièvement l'histoire de sa confection ainsi que celle de son peuple. Le pharaon fut ému par son histoire et par la beauté juvénile de cet enfant, si bien qu'il lui demanda son prénom. Mamété, ce qui signifie celle qui est pure. En effet, l'innocence était palpable sur le visage de la jeune fille. Une fois la cérémonie achevée, Mamété fut convoquée dans la suite de la reine. La reine, qui l'avait bien observée, lui proposa de rester un peu plus longtemps à la cour. Elle pourrait ainsi la former à devenir une grande reine, ce que Mamété accepta avec beaucoup de joie. La cour des pharaons de Ouasset était réputée comme très avancée. Elle disposait d'une maison de vie qui enseignait tous les domaines de savoir. La reine expliqua à Mamété sur quel domaine une dirigeante devait façonner son pouvoir. Elle commença par le domaine religieux en lui décrivant les différents dieux ainsi que les rites à connaître, comme celui de la louange, de la célébration de la naissance ou du passage à la mort. Ensuite, elle l'amena jusqu'à la maison de vie où l'on enseignait la science, l'astronomie, l'écriture, les mathématiques, l'architecture, ainsi que la loi, mais aussi le commerce. C'est ainsi que Mamété suivit son apprentissage, mais parmi tous les domaines, elle excellait dans celui de l'art. Elle ne manquait pas un seul cours, et encore moins ceux de théâtre. Elle était si expressive qu'on lui écrivit des pièces adaptées pour elle, qu'elle rejouait ensuite devant le pharaon. Déjà, sa féminité grandissante captivait le cœur de nombreux jeunes hommes. Ses enseignants étaient époustouflés par ses talents dans la danse, le dessin, la musique, là où elle laissait libre cours à ses sentiments. Le seul domaine qu'elle se refusait était celui de la séduction. Elle savait que pour devenir reine, elle devrait s'abstenir de l'amour et rester vierge. En observant cette crainte se développer chez Mamété, la reine l'invita à suivre des cours très réservés sur la séduction. Les jeunes filles y apprenaient tout d'abord l'art d'utiliser des crèmes parfumées, des poudres colorées, à ornementer leurs ongles et coiffures afin de paraître toujours belles et séduisantes.
Au départ, Mamété se prêtait au jeu, mais quand vint la pratique, elle fut perturbée en voyant le désir qu'elle pouvait créer chez la gente masculine. De nombreux jeunes hommes lui déclaraient sa flamme. Alors que ses amis se laissaient séduire, elle les regardait en jugeant son destin cruel. C'est donc ça mon destin ? Regarder les autres s'aimer et être heureux ? Ce qui la poussa à s'essayer aux arts de la guerre. Le lancer de javelot, la course de chars, la chasse. Elle surprit beaucoup d'hommes et de femmes de par sa dextérité et son agilité, d'autant plus que sa grâce naturelle la rendait belle à regarder. Pendant plusieurs années, elle apprit beaucoup auprès de la reine qui la considérait comme une fille. Elle apprit à devenir femme, puis à égaler les hommes pour un jour les gouverner, si bien qu'elle avait déjà l'étoffe d'une souveraine lorsqu'elle reçut un message de son père qui la priait de revenir, car en mauvaise santé. En quelques jours, elle rassembla les amis qu'elle s'était faites afin de fonder sa nouvelle cour à l'image de Wasset, puis retourna vers Agamé. Dans les jours qui suivirent, le retour de Mamété fut accompagné par le décès de son père. Mamété, terriblement attristé, dut prendre en main le destin du royaume. Au départ, les habitants émettaient des doutes sur ses compétences, puis sur son lien de sang avec son père, et enfin sur sa pureté. Un à un, elle démonta les préjugés de ses détracteurs. Elle mit plusieurs années à développer une cour similaire à celle de Wasset. Afin d'étendre la renommée du royaume, elle créa des liens commerciaux avec les pays frontaliers. Sa cour lui était fidèle, car ses jugements, bien que durs, étaient toujours impartiaux, et c'est ainsi qu'ils la nommèrent Makeda. Elle s'interrogeait aussi sur l'amour, qu'elle ne connaissait pas et qui privait parfois les gens de bon sens. Elle, qui pourtant était devenue une femme d'une extrême beauté, avait renoncé à l'amour. Un jour, alors qu'elle arpentait le marché de sa cour, un étranger attira son attention. Il proposait divers biens, dessins, sculptures, mais quelque chose que personne d'autre ne proposait. Des poèmes d'une langue qu'elle ne connaissait pas. Makeda lui demanda de lui lire le poème qu'il affectionnait le plus. Le marchand lui raconta celui qui parlait de la sagesse, et quand il eut fini, il lui dit que si elle le souhaitait, il pourrait lui en lire d'autres. Comment t'appelles-tu ? Et d'où viens-tu ? Je me nomme Tamarin. Je viens du royaume de Salomon afin de faire découvrir la richesse et la sagesse de mon royaume. De mon roi, du coup. En quoi es-tu si sage ? Il résout toute énigme et problème humain grâce à sa sagesse. Makeda, curieuse, l'invita à lui parler davantage de son pays. Le marchand fut reçu plusieurs jours durant. Il décrivait son royaume, l'étendue de ses plaines et montagnes, la beauté de sa faune et de sa flore, les richesses architecturales, toutes les denrées qui y étaient produites. Il décrivit tout si bien et avec tant de ferveur que Makeda, de plus en plus curieuse, lui demanda de bien vouloir faire parvenir des présents à son roi. Elle fit préparer plusieurs coffres avec des tissus, des perles colorées et d'autres biens de grande valeur. Elle demanda aussi à Tamarin de faire parvenir 3 énigmes qu'elle avait recherchées. Mon premier, ceux qui me possèdent en jouent, ceux qui ne m'ont pas, me jalousent. Instrument de richesse et de pouvoir, je suis cependant unique. Quel est mon premier ? Sans mon second, l'être humain n'est rien. Avec moi, il peut dompter des montagnes. Il vaut mieux parfois me faire taire, car mal géré, je deviens source de conflit. Tu as bien noté ? Oui. Enfin, mon troisième est une qualité de l'âge. Mais tout le monde ne l'a pas avec le temps. Quel est mon troisième ? C'est bon ? Tout est là ? Tout est là, ma reine. À la suite de quoi, Tamarin fit route pour la terre du roi Salomon, chargé de présents et d'énigmes. Plusieurs mois passèrent, pendant lesquels Makeda languissait le retour de Tamarin. Un jour, le marchand se présenta à ses portes, souhaitant vivement la rencontrer. Sans nul doute, elle pria sa garde de l'escorter au plus vite jusqu'à elle.
il se présenta chargé de nombreux coffrets. Il prit le temps de lui exposer son voyage retour et le chaleureux accueil qu'il y avait trouvé. Puis, il lui décrit comment sa beauté avait su piquer la curiosité de Salomon, bien que lui aussi semblait sous le charme de la reine. Enfin, il lui déroula les parchemins sur lesquels Salomon avait répondu aux énigmes. En lisant la première énigme, elle vit que Salomon avait fait un dessin en guise de réponse. À la seconde énigme, Salomon avait répondu Lego. À la fois étonnée et satisfaite, Makeda continua de lire à voix haute. En arrivant au bout de la troisième énigme, Salomon l'invitait à la rejoindre. Les semaines qui suivirent, tout le palais était occupé pour les préparatifs du voyage. Le convoi était composé de centaines de chameaux, d'esclaves, d'éléphants pour porter les vivres. Un tel convoi ne pouvait passer inaperçu, et Makeda fit tout pour qu'on la remarque. Le convoi était soigneusement apprêté, de la reine qui étincelait, aux personnes de sa cour dont chacun avait un bijou ou ornement en or, des esclaves dont la tenue semblait celle de nobles, aux chameaux dont les lanières avaient des embouts en or. Et c'est ainsi que Makeda se présenta aux portes de Jérusalem, avec l'équivalent d'une armée. Ils établirent un campement aux portes de la ville pendant plusieurs jours, afin de rassurer sur leurs intentions pacifiques. Au bout d'une semaine, Makeda fut fin prête à s'entretenir avec le roi Salomon. Lorsque le roi vit son cortège, déjà il pouvait distinguer la beauté incomparable de la reine Makeda. Lorsqu'ils furent enfin proches, il ne put résister à une embrassade, prétextant la coutume. Puis il lui dit que la description de Tamarin était bien en dessous de la réalité. Après quelques échanges, il l'invita à visiter sa cour afin qu'elle en comprenne le fonctionnement. Ils se dirigèrent vers un chantier où des ouvriers y travaillaient. Il pointa l'un d'eux du doigt, puis dit à Makeda : « En quoi sommes-nous différents d'eux ? Notre vie commence et s'arrête tout comme eux. Même si notre pouvoir diffère, il reste éphémère. » Ensuite, ils se dirigèrent vers le palais, car 2 femmes réclamaient une audience. Il accepta de leur donner, afin de montrer sa sagesse à Makeda. Les 2 femmes étaient en pleurs, et réclamaient toutes 2 la garde d'un nourrisson. Lorsqu'il les interrogea, les 2 répondirent qu'elles étaient la mère légitime de l'enfant. Ne pouvant déceler la bonne de la mauvaise foi, il jugea mieux de couper l'enfant en 2, afin que chacune ait une part. Lorsque le verdict tomba, l'une des 2 se mit immédiatement en sanglots, et préféra laisser la garde plutôt que de voir l'enfant coupé. Et c'est à elle que Salomon attribua le nourrisson. Salomon convia ensuite Makeda à rentrer se préparer pour partager les festivités du soir. La nuit était douce et illuminée ce soir. Les oiseaux chantaient au clair de lune. Pendant ce temps, Makeda s'apprêtait afin de partager le repas en compagnie de Salomon. Elle s'apprêtait en pensant à l'image qu'elle allait donner, celle du royaume dont elle venait, de la reine qu'elle était, et aussi à l'image que Salomon et le monde entier allaient retenir d'elle ce soir. Lorsqu'elle fut fin prête, elle se mit en route vers le palais. Déjà, en traversant le jardin, on entendait les douces mélodies des chanteurs qui décriaient leurs poèmes. L'atmosphère du banquet était festive. Les musiciens se testaient et de nombreux mets étaient déjà dressés. Makeda se vit réserver une place juste à côté du roi. Autour d'elle, les gens bavardaient et les 2 cours semblaient se mélanger. Pendant que Salomon ouvrait les festivités, on apporta les entrées. Elle choisit les légumes en découvrant qu'ils étaient marinés aux épices. Et pour se désaltérer, elle accepta volontiers le vin que lui tendit Salomon. Ensuite, suivit un potage doux aux épices, une caille rôtie aux épices et en dessert, un gâteau de fèves aux épices. Tant de plats que Salomon présentait si bien qu'elle voulut tout goûter. Alors que les gens dansaient, l'ambiance et la chaleur montaient,
les peurs de Makeda ressurgirent. Elle observait autour d'elle les gens s'aimer. Elle observait ce qu'elle s'était refusé. Mais cette fois-ci, elle sortit de table pour laisser parler ses émotions et se mit à danser. Elle dansait si bien et avec tant de grâce qu'elle attirait le regard. Ses hanches dessinaient des notes sur la musique. Ses bras nonchalants ondulaient au-dessus de sa tête, cadencés par les coups de bassin qui titillaient l'imagination. Ce soir, la femme avait pris le pas sur l'arène, et à ce spectacle exaltant, Salomon était convié en première loge. Ainsi, durant plusieurs heures, la fête se prolongea, et elle dansa jusqu'à ce que ses jambes ne la supportent plus. Lorsqu'enfin elle s'arrêta, elle se sentit indisposée à rentrer à son campement. Salomon lui avoua qu'il n'avait jamais vu de reine si déchaînée. Elle lui répondit « C'est la femme et non la reine que tu viens de voir ce soir. » Afin qu'elle se remette, il lui proposa de rester dormir au palais. Makeda accepta, mais à une condition, qu'il ne tente rien vis-à-vis d'elle. Salomon accepta sa condition, mais en retour lui en proposa une autre. Elle ne devait rien prendre dans son palais. Makeda trouvait cette condition simple à respecter. Étant reine, elle n'avait nul besoin de quoi que ce soit dans son palais. Et les deux convives s'endormirent. Durant la nuit, Makeda se réveilla, déshydratée par le repas. Et alors que Salomon ne dormait que d'un œil, elle se leva et saisit une cruche d'eau et but afin d'étancher sa soif. Salomon, d'un bond, se leva pour lui dire « Ah, tu viens de rompre ma condition. » Mais c'est juste de l'eau. Ton repas épicé m'a donné soif. Oui, et cette eau est dans mon palais. À ces mots, il la ramena près de lui et l'enlaça. Cette fois-ci, elle ne lui refusa point. Au petit matin, Salomon proposa à Makeda de prolonger son séjour afin qu'il profite de leur idylle. Après qu'elle se soit apprêtée, il l'invita à prendre une collation dans ses jardins. « Est-ce qu'il y aura des épices ?» lui demanda-t-elle. Il lui souria, puis l'embrassa. Ils échangeaient, s'enlaçaient, profitaient du temps qu'ils avaient ensemble. C'était la première fois que Makeda décidait d'accepter l'amour, et l'amour le lui rendait. Dans la matinée, ils allaient à la rencontre des habitants du palais. L'après-midi, ils recevaient les jugements et autres décisions importantes. Le soir, Salomon lisait des poèmes ou elle l'initiait au théâtre et à la danse. Ils étaient inséparables. Les oiseaux chantaient à leur passage, les fleurs se tournaient dans leur direction, les musiciens jouaient leurs plus belles mélodies. Makeda comprit qu'elle ne pouvait, comme tout être vivant, se passer d'amour, et que s'empêcher d'aimer, c'était s'empêcher de vivre. Elle était reine et loin de son royaume, et pour continuer à régner, elle devait le faire auprès de son peuple. Salomon comprit que c'était là la fin de leur idylle. Il lui fit cadeau d'un anneau et lui demanda de donner cet anneau à leur enfant. C'est ainsi que les deux amoureux se quittèrent. Partagés entre la tristesse de se perdre et la joie de s'être connus, entre ce que dicte leur cœur et ce que demande leur fonction. Et c'est ainsi que le convoi de Makeda, toujours aussi resplendissant, quitta le palais du roi Salomon pour retourner dans son royaume. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Makeda mit au monde un garçon qu'elle appela Ménélik. Lorsqu'il devint adulte, il voulut découvrir qui était son père. Sa mère, qui lui avait toujours caché, finit par lui confier l'anneau qui lui revenait ainsi qu'une énigme, puis lui indiqua le chemin pour retrouver son père. Ménélik entreprit ce long voyage vers Salomon. Et lorsqu'enfin il le retrouva, Salomon ne sembla pas le reconnaître, et ce, malgré l'anneau que Ménélik portait. Déçu et attristé, Ménélik retourna dans son royaume aussi vite qu'il était arrivé. En réalité, Salomon l'avait reconnu. Il avait aussi reconnu en lui la femme qu'il avait aimée. Mais par amour pour elle, il avait juré de préserver son secret. Quelques semaines après le départ de son fils, Salomon voulut consulter sa plus précieuse relique. Mais au lieu de trouver l'arche de l'Alliance, seul un texte avec une énigme y reposait.
récit du petit griot touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez envie de découvrir les autres. À bientôt pour une nouvelle aventure.